Il est 23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Ahmed Bakayoko, au siège des Nations Unies à New York, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, donne des recettes pour l'amélioration des conditions de mission de paix dans le monde. L'actualité également marquée ce 28 mars par les audiences du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a accordé des audiences à plusieurs responsables de la finance et du milieu des affaires, ce en marge de Africa CEO Forum. Et puis 460 000 personnes touchées dans le monde par le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Une autre grande préoccupation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a mis en place le projet SIFIA. On en parle dans ce journal. Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Je vous le disais tantôt à la une de cette édition, Ahmed Bakayoko, au siège des Nations Unies à New York, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, a donné des recettes pour l'amélioration des opérations de mission de paix dans le monde. Ahmed Bakayoko qui invite le Conseil de sécurité de l'ONU à doter les opérations de maintien de la paix de mandats rustiques. Michel Diffré. Les missions de paix éprouvent parfois des difficultés à s'accorder sur le sens précis des restrictions imposées par les mandats et à traduire les concepts et stratégies d'ensemble en action. Face à ces préoccupations, le ministre ivoirien de la Défense, à la tribune de l'ONU, préconise. Ces mandats doivent être flexibles et séquencés pour permettre une adaptation progressive des priorités des missions aux évolutions du contexte sociopolitique et sécuritaire du pays hôte. Et le ministre Ahmed Bakayoko de partager l'expérience de la réussite de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on peut à titre d'exemple citer les étapes les plus importantes. Un accord politique préalable au déploiement de l'opération des Nations Unies. Un régime des sanctions comprenant un embargo sur les armes, les diamants et des sanctions individuelles. L'autorisation de recourir à la force pour détruire les armes lourdes, le respect de l'accord politique et du résultat des urnes certifiées par les Nations Unies. Ces derniers actes, la certification des résultats par les Nations Unies a été déterminant pour crédibiliser le processus électoral. Le ministre Ahmed Bakayoko reconnaît cependant que toutes les opérations ne répondent toujours pas à ce schéma réussi. Certaines connaissent même de sérieux échecs ou s'éternisent. Ce sont des raisons pour lesquelles il invite le Conseil de sécurité à reconsidérer leur mode de fonctionnement à travers un projet courageux de réforme. L'actualité également marquée ce 28 mars par les audiences du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui a accordé des audiences à plusieurs responsables de la finance et du milieu des affaires, ce en marge de Africa CEO Forum. Viviane Haïma. La 6e édition d'Africa CEO Forum, organisée ici à Abidjan, a été une nouvelle fois l'occasion pour les opérateurs économiques et chefs d'entreprise ivoiriens de partager des expériences et nouer des partenariats d'affaires avec les chefs d'entreprise et hommes d'affaires venus d'Afrique et du monde entier. Un bilan somme toute satisfaisant pour les entreprises de Côte d'Ivoire et sur lequel le président de l'organisation patronale, la CGCI, Jean-Marie Aka, a échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Donc a été pour nous l'occasion de faire avec monsieur le vice-président un tour d'horizon de la situation du secteur privé ivoirien avec les points d'avancée qui sont importants et également de pouvoir échanger avec monsieur le vice-président sur les préoccupations du secteur privé ivoirien. Le vice-président s'est par ailleurs entretenu tour à tour avec le directeur général de la BCC, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire, filiale de BNP Paribas, Jean-Louis Ménan Kwame. Puis avec le PDG de Capital Partners, Michel Abrogua. Dernière en liste, la délégation de la Société financière internationale, organisation du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. La délégation a été conduite par le chef des opérations de la SFI,
Madame Stéphanie von Friedeburg. Au menu des échanges, le soutien aux entrepreneurs privés et à l'investissement privé en Côte d'Ivoire. La délégation de la SFI de rencontrer Monsieur le vice-président. Nous avons eu une séance de travail pour échanger les vues sur les opportunités de soutenir l'économie ivoirienne dans plusieurs domaines. Nous avons parlé des domaines des infrastructures, des domaines de l'agriculture en général et de l'agroalimentaire. Nous avons parlé également du soutien aux petites et moyennes entreprises. Donc nous avons pu couvrir de nombreux secteurs et parler de la collaboration que nous avons ici en Côte d'Ivoire qui a conduit à de très bons résultats. 4 audiences qui témoignent des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de développement de l'entreprise privée en Côte d'Ivoire. La transformation de l'Afrique, c'est possible. C'est du moins ce qui ressort, entre autres, de la 6e édition de l'Africa CEO Forum, l'événement qui s'est tenu sur 2 jours, du 26 au 27 mars 2018, a réuni ici à Abidjan présidents directeurs généraux d'entreprises d'Afrique, partenaires au développement et autres investisseurs. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire. On fait le point avec Noël Nyagno. Champion africain, l'heure de la transformation. Sur 2 jours, des directeurs généraux ou CEO d'entreprises d'Afrique qui ont pillé sur rue ont passé au scanner cette problématique. La première satisfaction réside dans le niveau de mobilisation et sa qualité. Ce forum a réuni 1600 décideurs économiques du monde entier. Et donc encore plus que l'année dernière à Genève et plus qu'il y a 2 ans à Abidjan, c'est une preuve de l'intérêt grandissant de l'Afrique. Mieux, ces filles et fils d'Afrique ont passé au crible toutes les pistes de solutions susceptibles d'aider à la transformation de l'Afrique. Parmi celles-ci, investies dans le digital. Aujourd'hui, en Afrique, nous produisons à peu près 250 000 ingénieurs chaque année. Le chiffre comparable en Chine, c'est 2,5 millions d'ingénieurs. En Inde, c'est 1,2 million d'ingénieurs chaque année. Nous sommes encore à 250 000. Notre plus grand challenge, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller former, avec tout le respect qu'on leur doit, toutes les spécialités dans les sciences humaines, etc. Tout ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs. En attendant de combler ce déficit criard, des conditions sont à observer. Le premier sujet, c'est de renforcer le dialogue public-privé, c'est de faire en sorte que les entreprises, le secteur privé africain soient associés beaucoup plus en amont sur les décisions qui sont prises sur les politiques publiques. Aujourd'hui, le classement moyen de l'Afrique dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, c'est la 141e position sur 190. Ça n'a pas bougé depuis 10 ans et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là, à savoir que l'Afrique progresse plus vite qu'un certain nombre de ses concurrents internationaux, je ne pense pas que l'Afrique pourra avoir tous les paramètres pour son décollage. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a des questions de politique publique comme l'éducation qui sont maintenant au cœur des enjeux. Pour qu'une entreprise puisse se développer, elle a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines. L'Afrique ne tirerait pleinement parti de ce potentiel qu'en s'appuyant pour son développement économique sur des champions africains. Et cette notion de champion africain doit être déclinée au niveau de chaque pays. Champ d'observation de ces conditions, les 6 awards de CEO 2018. Parmi ceux-ci, l'entreprise de l'année NCA de Jean Kakou Diagou et Salam. Un accord de 43,8 milliards de francs CFA signé entre la Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agricole, accord pour le financement du projet d'appui au développement des filières agricoles. Notez que 5 régions de la Côte d'Ivoire en seront les heureuses bénéficiaires. Jean-Louis Gbangbo. Ce sont plus de 32 500 ménages ruraux des régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du Hambol et du Gbeke qui bénéficieront de cet accord financier entre la Côte d'Ivoire et le Fonds international de développement agricole, FIDA. Des régions caractérisées par une grande incidence de la pauvreté, mais qui offrent un grand potentiel dans la production de cultures telles que le riz, les maraîchers ou la mangue. Des régions très ciblées à permettre au pays de continuer à réduire et à mettre en œuvre tous les efforts pour la réduction des inégalités entre les différentes couches sociales. Le coût total de ce programme s'élève à 43,8 milliards de francs CFA. Il vise l'amélioration des revenus des petits producteurs en les aidant à s'intégrer dans les filières correspondant à leurs produits respectifs. La mise en œuvre du PADFA va renforcer les actions prévues dans les filières concernées
tout en assurant la durabilité de la sécurité alimentaire et des revenus des exploitants agricoles dans les régions bénéficiaires de ce projet. Je saisis cette opportunité, Monsieur le Président, pour réaffirmer le rôle combien essentiel du FIDA dans le développement rural en Côte d'Ivoire, vu l'impact de vos différents projets sur les populations ivoiriennes. Depuis 1984, le FIDA a financé 11 programmes et projets de développement en Côte d'Ivoire pour un montant total de 411,8 millions de dollars US, soit 218,7 milliards de francs CFA. Et on poursuit en images dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation des femmes. L'ONU Femmes vient de signer un partenariat avec le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et la filière Carité. Un partenariat qui vise à mettre en œuvre une chaîne de valeur dans la filière Carité à travers donc le renforcement des capacités techniques et fonctionnelles des coopératives et PME exerçant dans la filière Carité. On en parlera dans nos prochaines éditions avec Sephora Zegui et Ami Sissoko. En attendant, notez que le Ghana veut augmenter sa production de café, grand producteur de cacao. Le pays espère voir sa production de café s'accroître dans les prochaines années. Pour donc augmenter cette vision, le gouvernement a décidé d'approvisionner gratuitement les producteurs en jeunes plants. Après la chute du cours du café sur les marchés mondiaux en 1980, les agriculteurs ghanéens se sont exclusivement concentrés sur le cacao, faisant du Ghana le deuxième exportateur au monde derrière la Côte d'Ivoire. Mais début des années 2010, c'est au tour du cacao de sombrer à Wall Street. Pour tenter de pallier aux variations des cours sur le marché des matières premières, le gouvernement ghanéen décide de diversifier l'agriculture et relancer la culture du café. Quelques 2400 hectares de plantations réaménagées et des subventions sont offerts aux petits agriculteurs pour les premières semences. Afadi est planteur de café. Il a reçu 900 graines du ministère de l'Agriculture et espère dans 4 années que sa première récolte sera fructueuse. Au Ghana, la compétition avec le café importé reste tendue. Nous voulons nous exporter. Nous voulons vendre nos produits dans les supermarchés et les centres commerciaux de tout le pays. Nous voulons qu'enfin les gens sachent que le café d'Afrique, le café du Ghana, est une valeur de qualité. Les coffee shops qui se sont développés dans les grandes villes africaines aident aussi à l'émergence du secteur. Clou en a ouvert un, Kawamako, où les lattes, espresso ou autres americanos sont préparés avec des fèves exclusivement produites au Ghana. On achète le café produit localement, qui a grandi ici, qui a été torréfié ici, puis on y ajoute notre marque. Une enseigne de café ghanéen se positionne aujourd'hui même comme le Starbucks africain. Bourbon House Café ambitionne d'ouvrir des cafés à travers le pays et dans toute la région ouest-africaine. Reportage signé Alexis Wodraogo. On change complètement de sujet à présent, lutte contre le VIH-Sida. Un nouveau logiciel mis sur pied pour la collecte des données en temps réel, cela en vue d'une meilleure orientation du traitement. Le logiciel a été présenté officiellement par le ministère de la Santé. Ami Sissoko. Un nouveau logiciel pour collecter des informations en temps réel dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Dénommée Situation Room, cette plateforme aide à la prise de décision en vue d'accélérer la lutte contre le VIH-Sida. C'est un logiciel qui nous permet d'avoir une visibilité sur l'action sanitaire donc à partir des établissements sanitaires, des districts ou des régions sanitaires. Donc nous prenons donc les données donc, qui sont transmises par toutes ces structures-là et nous présentons ça sous une forme visuelle pour que le décideur, ceux qui n'ont pas l'habitude de se familiariser aux données de santé, puissent avoir une idée de l'efficacité de tous les programmes qui sont mis en œuvre par le ministère de la Santé. La Situation Room est une première en Afrique de l'Ouest et du Centre selon l'ONU-SIDA, une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec l'appui technique et financier de l'ONU-SIDA. Ça va nous permettre d'améliorer les prestations de services. On peut investir des millions de dollars sans avoir l'impact. Parce que pour avoir l'impact, il faut arriver à au moins situer où se trouvent les déficits. Aller vers l'équité sera possible, on aura une plus grande justice sociale parce qu'on a un système d'information en temps réel. Cet outil permet donc d'obtenir les données sur la gestion logistique, les données de routine des centres de santé et les données d'estimation du spectrum. Nous pourrons ainsi connaître la disponibilité des ARV,
mais également toute la population sous traitement. C'est vraiment de pouvoir apprécier et vérifier l'efficacité de notre politique vers l'atteinte des 3x90. La situation Room est aussi utilisée dans la collecte des données du paludisme et du cancer du col de l'utérus. Elle existe déjà dans certains pays de l'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda et la Zambie. On reste dans le domaine de la santé. 460 000 personnes touchées par le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Une autre grande préoccupation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a donc mis en place le projet SIFIA. C'est une enquête nationale sur l'impact du VIH-Sida au sein de la population. Débuté le 10 août 2017, le projet va s'achever ce 31 mars. Comment donc fonctionne-t-il sur le terrain? Bilan pratiquement en fin de parcours avec Walter Amadou Ouattara. Mobilisation communautaire à Drayo-Dagnoa, village de la sous-préfecture de Ouagayo dans la région du Gor. Une tradition qui marque le début des activités de terrain des agents de l'enquête nationale sur l'impact du VIH dans la population dénommée SIFIA. C'est un projet de santé que conduit le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le SIFIA vise à assurer une meilleure adéquation entre les besoins des populations et les ressources disponibles pour l'amélioration de l'accès aux soins et traitements du VIH. Il s'agit principalement d'essayer d'évaluer quelle est la portée des politiques de lutte contre le VIH qui ont été menées depuis la découverte du premier cas de VIH en Côte d'Ivoire ici. Donc cette étude va nous permettre de mieux affiner nos données en termes de prévalence, en termes d'incidence. C'est seulement après des explications sur le SIFIA et des échanges que les agents se déploient dans la communauté. La sensibilisation continue et s'intensifie. Il est question de vérifier votre état de santé par des consultations gratuites. Avant que les équipes n'arrivent sur le terrain, il y a les mobilisateurs communautaires qui sont mis en contribution. C'est-à-dire qu'on arrive dans la zone concernée, on recrute 2 personnes grâce au coordonnateur de la mobilisation communautaire et ces personnes en forment ces 2 agents. Et ces 2 agents, avec les mobilisateurs communautaires, sensibilisent toute la population pour recevoir et accueillir à une date bien précise et déterminée en fonction de la disponibilité des populations, de l'arrivée de toutes les équipes. À Drayo-Dagnoa, les règles de cette enquête sont respectées. Pas possible d'entrer dans une concession sans l'accord du chef de ménage. Celui-ci est interrogé, après quoi nous passons aux individualités. Chaque individu vivant dans le ménage qui a un âge compris entre 15 et 64 ans est interviewé. Après quoi le test, le résultat donné aussi sur le champ. Et le reste du sang est convoyé sur le laboratoire satellite pour d'autres analyses, des analyses encore plus poussées pour des recherches futures. Exceptionnellement, notre équipe de reportage est autorisée à filmer l'introduction de la séance. Votre ménage a été sélectionné pour participer à l'enquête. Donc si vous êtes consentant, on va travailler avec votre ménage. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de l'autre son. On est d'accord. Après la signature numérique et physique du document de consentement, le reste de l'enquête va se faire dans une stricte confidentialité. Lorsque la personne est dépistée positive, on a encore un autre processus que nous mettons en place. C'est-à-dire, nous prenons les contacts de ce participant, que nous mettons en lien avec les structures sanitaires, les différentes ONG qui font la prise en charge du VIH. Les ONG négatives, nous continuons à leur prodiguer des conseils pour dire que dans un délai de 3 mois, nous conseillons à cette personne-là de pouvoir se rendre encore dans une structure sanitaire, dans les mêmes conditions, se faire tester encore. Les activités du programme SIFIA bénéficient de l'appui des autorités coutumières et administratives. Elle s'implique dans la mobilisation communautaire. Je voulais que les agents travaillent bien et puis trouver la solution des maladies. Je demande à la population de bien recevoir les gens. Je leur ai dit d'ouvrir leurs portes et surtout d'éviter la stigmatisation parce que c'est le véritable problème. Vous voyez, je fais moi-même l'effort d'être là parce que quand on ne voit pas l'autorité, on se demande est-ce que ce projet-là, il vient vraiment de là-haut. Après mon test, c'est avéré que j'étais positif. Et depuis 2008, j'ai été mis sous traitement. Jusqu'à aujourd'hui, je prends mes médicaments sans problème. Donc c'est un témoignage pour dire à mes parents qu'on peut vivre avec le VIH. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui. Ce projet est appuyé au niveau financier par le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, PEPFAR.
et au niveau technique par l'INS, Institut national de la statistique. On a eu quelques difficultés parce qu'on devait parcourir tout le territoire national. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès, mais on a réussi à trouver des moyens logistiques pour que les enquêteurs puissent arriver dans les ménages qui ont été sélectionnés. Les équipes devaient parcourir de longues distances pour pouvoir allier ces centres de santé-là afin de déposer les échantillons. Au niveau du staff qui a été mobilisé, on a en tout 24 équipes composées chacune de 7 personnes plus 2 chauffeurs. Donc ça nous donne plus ou moins un total de 144 personnes qui sont sur le terrain. Pour les 2 ans, c'est plus de 3 millions de dollars qu'on a reçus pour faire cette enquête au niveau pays. Débutée le 10 août 2017, la collecte des données du projet SIFIA s'achèvera le 31 mars 2018. Avant cette date, une première réunion bilan du comité de pilotage de l'enquête SIFIA a eu lieu à Abidjan. La lutte contre le VIH constitue l'une des priorités de la politique de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il y a lieu de connaître le niveau d'atteinte des objectifs en matière de lutte contre le VIH-Sida. À la fin de cette étude, la Côte d'Ivoire pourra disposer d'une évaluation, je dirais, de données concernant l'impact du VIH dans la population. Environ 9000 ménages ont été visités et ont permis d'obtenir des échantillons de sang pour analyse. 21 000 individus enrôlés sur 27 000 attendus. Des résultats qui vont permettre l'atteinte des objectifs 90-90-90 en 2020 et briser la chaîne de transmission du VIH et son éradication à l'horizon 2030. En Côte d'Ivoire, 460 000 personnes sont touchées par le VIH-Sida. Un dossier proposé par Water Amadou Ouattara. La santé de la mère et de l'enfant, également priorité du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ministère qui vient de mettre sur pied un projet de prise en charge de santé intégrée, santé maternelle, santé infantile et santé de la nutrition. Première cible de cette opération, les mamans et les bébés du nord de la Côte d'Ivoire. Notez que le projet s'étend sur 5 ans. Les explications de Ami Sissoko. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, seuls 4 à 10% de femmes utilisent une méthode contraceptive moderne et 50 à 70% des femmes enceintes sont assistées à l'accouchement par du personnel qualifié. Aussi observé, 10 à 11% d'enfants de 0 à 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 125 enfants de 0 à 5 ans meurent sur 1000 naissances vivantes. Des raisons qui expliquent la mise en place du projet prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour faire un projet, il faut une étude. Et ce que l'étude a relevé, c'est que le couple mère-enfant a besoin d'un soutien. Dans le nord, le besoin se fait sentir. Et c'est pourquoi ce projet vise vraiment la région du nord pour mieux prendre en compte les aspects nutritionnels et la santé mère-enfant dans ces régions-là. Améliorer la santé des mères, des femmes enceintes et des enfants passe entre autres par la formation des agents de santé, la dotation des centres de santé en équipements et en médicaments. La mise en œuvre du projet sera faite par l'UNICEF en collaboration avec l'Agence française de développement. L'UNICEF va accompagner et dans la formation des agents de santé en charge des thématiques santé maternelle et infantile, avec un système de tutorat, avec l'appui de ceux qui connaissent déjà, qui sont dans les hôpitaux, qui sont pointus, qui vont aller dans les centres de santé, apprendre aux gens comment faire, comment sauver un enfant, comment sauver une mère. Le projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition dans le nord de la Côte d'Ivoire s'étend sur 5 ans. Il est cofinancé par l'État ivoirien et l'UNICEF à plus de 7 milliards de francs CFA. Et cette information qui donne froid dans le dos, à Wangolodougou, une femme de la quarantaine environ a ôté la vie à ses 3 filles et a tenté par la suite d'assassiner la fille de ménage et de se suicider elle-même par la suite. Le drame a mis la ville en ébullition. La femme a été arrêtée, son époux également, bien qu'il n'ait pas été sur les lieux au moment du drame. Les fillettes âgées de 8, 4 et 2 ans ont été inhumées ce soir.
Les élus et cadres du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, plus que jamais mobilisés pour la cohésion sociale dans la région, ils sillonnent justement la région pour exhorter les populations à la paix. L'opération fait suite aux violences survenues les 12 et 13 mars dernier. C'était à Bangolo. On y va tout de suite avec Eve Boué. Première étape de cette tournée de cohésion sociale conduite par une délégation d'élus et de cadres du département de Bangolo, le village de Bewezi Biao. Là où tout a commencé il y a de cela quelques semaines. Un jeune a été tué ici à un poste de sécurité et cela avait engendré quelques troubles à Bangolo et ensuite des sites sacrés ont été profanés dans ce village. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, les autorités coutumières, les élus, les cadres et les différentes couches des populations essaient d'accorder leur violon. Des appels à l'apaisement sont lancés. Après Bewezi Biao, cap est mis sur Diouzon, le village dont est originaire le jeune homme tué à Bewezi Biao. Des échanges francs au cours desquels les villageois ont exprimé leur inquiétude et leurs préoccupations. La délégation a quant à elle écouté et rassuré, puis inviter chacun à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la cohésion sociale afin de se concentrer sur les questions essentielles du développement. Maintenant, c'est le temps de la paix. Il faut que nous dialoguons désormais avec les forces de sécurité, avec les forces de défense, que l'esprit de dialogue s'installe entre eux et nous pour qu'ici, il y ait un apaisement durable. À tous nos parents, aux chefs de village, aux chefs de communauté, c'est le temps de la réconciliation, c'est le temps de la consolidation de la paix. Il ne faut pas laisser un seul espace à la violence. Il ne faut pas laisser un seul espace à tout ce qui peut nous freiner notre élan vers le développement. Tous sont unanimes que ces troubles enregistrés ça et là dans cette région sont de nature à mettre en péril la cohésion sociale et ainsi retarder le développement. Il faut donc que cela cesse définitivement. Et toujours dans le même registre, notez que Yao Kofi Bernardin, ex-inspecteur aux finances, appelle les Ivoiriens à la réconciliation nationale. Le désormais conseiller technique du ministre de l'économie et des finances prône la paix pour un développement durable. On en parle avec Alexis Oudraogo. De retour en Côte d'Ivoire, après plus de 6 années en exil au Ghana, Yao Kofi Bernardin, ancien inspecteur aux finances, se fait aujourd'hui messager de la paix et de la réconciliation. À Ayama, où il a longtemps résidé, il est revenu communier avec les populations. C'était au cours d'une messe, d'une rencontre avec les autorités municipales. Un seul mot sur ses lèvres, réconciliation. Pour le retour en paix de notre frère et de notre vivre ensemble à Agnon. Nous allons continuer de prier pour que la paix soit de mise non seulement à Niama, mais partout en Côte d'Ivoire. Ça doit être aussi, je dirais, un exemple pour nous amener tous, à tous les niveaux que ce soit, sur ce chemin de réconciliation. Yao Kofi Bernardin, qui veut aujourd'hui représenter le visage de l'unité, invite les Ivoiriens encore en exil à regagner le pays pour que tous contribuent à bâtir la Côte d'Ivoire. Voilà, Yao Kofi Bernardin, ex-inspecteur aux finances, de retour donc d'exil, qui prône la paix, la réconciliation nationale. Et on reste avec Alexis Oudraogo, notre reporter, pour évoquer cette fois l'actualité internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité ce mardi une résolution qui renouvelle le mandat de ces casques bleus en République démocratique du Congo. Le mandat charge la mission d'aider à la préparation des élections. Présenté par la France, le texte prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'en mars 2019 et souligne la nécessité de protéger les civils d'ici les élections prévues le 23 décembre prochain.
Ce mardi, les États-Unis ont affirmé que l'échec du cessez-le-feu en Syrie devrait marquer un jour honteux pour les membres du Conseil de sécurité. Plus de 1600 civils sont morts dans la Ghouta orientale aux portes de Damas depuis l'adoption le 24 février dernier d'une résolution réclamant pourtant une trêve de 30 jours. Les médias chinois s'étaient gardés de confirmer la visite, attendant vraisemblablement que Kim ait regagné son pays. Kim Jong-un s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping. Il a confirmé être prêt à rencontrer le président américain Donald Trump après plusieurs mois de menaces de guerre entre les deux pays. Le sommet a été annoncé de sources sud-coréennes et américaines, mais pas encore confirmé de sources nord-coréennes. Selon Séoul, il pourrait se tenir fin mai, mais ni le lieu ni la date n'ont été encore annoncés. Le leader nord-coréen n'avait jamais rencontré le président chinois depuis son accession au pouvoir il y a 6 ans. Un commentaire de Alexis Ouedraogo qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.